18h36, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1 pour Punchline. Louis de Ragnel est toujours là d'Europe 1, Jérôme Béglé du JDD. Et puis nous avons en ligne Michel Onfray. Bonsoir Michel, philosophe et évidemment cofondateur de la revue Front Populaire. Merci d'être avec nous par Skype, je crois, tout simplement. Michel Onfray, on a beaucoup parlé des coupures d'énergie qui inquiètent les Français, des délestages qui pourraient avoir lieu dans les jours les plus froids de l'hiver. Qu'est-ce que ça dit de notre France, de notre pays, septième puissance mondiale? Ça dit que c'est fini la puissance de la France. Ça fait 30 ans qu'on nous rebat les oreilles avec l'Europe de Maastricht en nous disant que cette Europe, elle sera formidable, qu'on n'a plus besoin d'une souveraineté nationale, qu'on aura une souveraineté européenne, qu'on aura la fin du chômage, de la misère, de la pauvreté, qu'on n'aura plus de guerre. Et puis là, on voit que l'Europe est en guerre, qu'il y a des problèmes avec l'Ukraine, que nous avons quasiment des tickets de rationnement, qu'on nous invite à acheter des bougies, qu'on nous fait savoir que les enfants n'iront plus à l'école. On n'avait pas besoin de ça avec 2 années de Covid qui ont privé les enfants des classes primaires de l'école. On nous dit vous n'aurez plus besoin d'aller à l'école, les enfants, vous pourrez rester chez vos parents. Et tout ça est assez déplorable, c'est-à-dire qu'on nous a dit renoncez à votre souveraineté nationale au profit d'une souveraineté européenne. Nous avons renoncé à notre souveraineté nationale, il n'y a pas de souveraineté européenne et nous nous retrouvons à acheter des bougies et à faire face à des coupures de courant. D'accord. Louis de Ragnel avait une question à vous poser à propos des délestages, Michel. Oui. Qu'est-ce que vous inspire le fait que Paris n'est quasiment pas délestable? Donc symboliquement, au gouvernement, on nous explique que les délestages commenceront vraisemblablement par Paris. Et comme Paris n'est pas délestable, forcément, ça peut créer ce sentiment, c'est pas la première fois, du fait que Paris est privilégié, qu'on commence toujours par s'attaquer à la province. Par exemple, le reste de la France est délestable à hauteur de 62%. Donc on voit très bien comment ça va se passer. Les endroits où il y a le moins de densité seront les premiers impactés. Qu'est-ce que ça vous inspire? Donc on commencera sans doute mécaniquement par quelqu'un qui habite dans une maison reculée, par des petits villages. Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui, ce plan du gouvernement, justement sur cet aspect-là? Ça dit que Macron ose tout et que c'est d'ailleurs à ça qu'on le reconnaît. C'est-à-dire que de manière extrêmement cynique, il nous fait savoir que Paris n'est pas la province et qu'à Paris, on va vivre tranquillement, il y aura le chauffage, il y aura l'électricité, on pourra toujours rouler en trottinette électrique, en voiture électrique, pendant qu'on va demander aux gens de province qu'ils fassent, eux, des efforts. Ce sont des gens qui sont déjà interdits de rouler en voiture diesel, à qui on dit qu'ils ne peuvent pas accéder à Paris avec leur voiture. Moi, je pensais qu'à Paris, on commencerait par arrêter les trottinettes électriques, on commencerait par arrêter les scooters électriques, on commencerait par arrêter les voitures électriques, les bus électriques, enfin que Paris nous montrerait un petit peu l'exemple. Mais évidemment, c'est comme ça que ça se passe depuis à peu près depuis Philippe le Bel. C'est-à-dire c'est Paris qui fait la loi, c'est Paris qui inflige la loi et qui nous dit vous allez morfler, vous, en province, nous, on va continuer à vivre tranquillement. Comme si les Gilets jaunes n'avaient jamais existé, en fait. Et ça peut les faire revenir, Michel Onfray, les Gilets jaunes? Ça peut provoquer l'étincelle? Écoutez, la colère qui a rendu possible les Gilets jaunes, elle est toujours là. Les pauvres Gilets jaunes, ils se sont fait voler leur révolte 2 mois plus tard par ce qu'on appelle aujourd'hui la NUPES. Tout ça a été instrumentalisé par Castaner, par Macron. Il fallait absolument radicaliser et laisser rentrer les radicaux dans les manifestations des Gilets jaunes qui ont quitté la province. Hélas, elles ont bien eu tort pour aller à Paris, où les attirer les partis politiques et les syndicats nationaux. Et cette colère, effectivement, on les en a privés, mais elle est toujours là. Donc je pense effectivement que ce qui a rendu possible les Gilets jaunes est toujours là et qu'on peut ajouter, voire surajouter, cette idée que, et vous me l'apprenez tout à l'heure, à l'instant, là, qu'à Paris, on va continuer à faire bombance, mais qu'on va demander à la province de se serrer la ceinture. Bon, Jérôme Béglé du JDD a une question aussi. Michel Onfray, vous avez parlé tout à l'heure du déclassement français. Et c'est vrai que ce qui faisait la fierté de la France, c'était son armée. On s'aperçoit qu'on n'aurait que quelques jours de réserve de munitions au cas où on serait attaqué. Il y avait évidemment le nucléaire. On voit jour après jour sous nos yeux effarés qu'on est maintenant en pénurie. Il y avait aussi la culture française, son histoire et sa culture. Est-ce que vous, d'où vous êtes un acteur important de la culture française et européenne, vous pensez que le rayonnement français par sa culture en 2022 est inférieur à ce qu'il était il y a 25 ans, 30 ans, 100 ans? Ou est-ce que c'est encore quelque chose dont on peut vaguement s'enorgueillir? Écoutez, Jérôme, vous avez la culture qui vous permet de le savoir, et tout le monde sur ce plateau, mais souvenez-vous des obsèques de Victor Hugo, vous aviez, dit-on, 1 million de gens dans la rue.
le nombre d'habitants n'était pas le même à l'époque de Victor Hugo qu'aujourd'hui, évidemment. Quel écrivain aujourd'hui serait accompagné par 1 million de gens à Paris, voire un peu plus d'1 million de gens? C'est terminé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on célèbre des footballeurs, on célèbre des chanteurs, des rappeurs, on célèbre des gens du showbiz, des gens de la télévision, mais pas des écrivains. On fait semblant, quand Jean d'Ormesson meurt, on met un petit crayon à papier qu'on tient avec un scotch sur son cercueil, et puis on fait une espèce de discours qui a été écrit par la plume du président, mais plus personne n'y croit. On fait semblant. Non, nous sommes déclassés en tout. Notre littérature ne fait plus la loi comme elle le faisait jadis. C'est-à-dire le roman américain, par exemple, prenait modèle sur le roman, sinon français, du moins européen. Aujourd'hui, c'est très exactement l'inverse. Et le déclassement, il est général et généralisé, bien sûr. Moi, je peux dire que je publie depuis 1988-89, et on sait très bien aujourd'hui, et j'en parlais avec mon ami Denis Mola, qui est libraire à Bordeaux il y a quelque temps, que le livre s'effondre. C'est-à-dire on vend beaucoup moins de livres, il y a beaucoup moins de lecteurs, et si on dit aujourd'hui du livre qu'il se porte bien, c'est parce qu'on ajoute les mangas, les bandes dessinées, les livres sur les chiens, les chats, les fleurs, les livres de développement personnel, les livres de coloriage pour adultes, enfin toutes ces choses dont on dit qu'il s'agit de livres. Dans ces cas-là, on dit bah oui, ça se passe bien pour le papier, mais ça ne se passe pas bien pour le livre. On lit de moins en moins, il y a de moins en moins de lecteurs, et on a fabriqué à l'école des générations d'incultes qui sont incapables de se concentrer plus de quelques minutes. Donc c'est pas en se concentrant 2 ou 3 minutes qu'on va pouvoir lire Marcel Proust. D'un côté, on fait semblant de célébrer Marcel Proust aujourd'hui parce qu'il y a un anniversaire, mais qui est aujourd'hui capable de lire La Recherche du temps perdu intégralement en sortant des classes terminales de nos jours? Louis de Ragnel. Michel Onfray, j'avais une question parce qu'en ce moment même, à l'Assemblée nationale, est débattue la question des énergies renouvelables. On parlait tout à l'heure du nucléaire. Et dans cette loi, il y a un article, l'article 4, qui prévoit une raison impérative d'intérêt public majeur et qui permet d'imposer, si cet article est adopté, permet d'imposer aux communes la construction d'éoliennes sans concertation possible des habitants. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça fait bien longtemps d'ailleurs qu'on ne sollicite plus le peuple. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de référendum. Ça va être la première fois, je vous interromps, pardon, c'est la première fois qu'on crée une forme d'exception, si en tout cas cet article était voté, pour imposer donc l'installation d'éoliennes. Ça fait des années que le pouvoir impose sa loi. Je vous rappelle que quand en 2005, les Français ont voté contre le traité européen, on leur a fait savoir en 2008 qu'ils l'auraient quand même, et on a mobilisé le Congrès pour leur imposer ce qu'ils n'avaient pas choisi. Quand les chefs de l'État aujourd'hui font des référendums et qu'ils les perdent, eh bien, ils ne démissionnent pas, comme on démissionnait à l'époque du général de Gaulle, par exemple. On sait aujourd'hui que tout est fait pour qu'au bout du compte, tout le monde appelle à voter Emmanuel Macron. C'est-à-dire Mélenchon, il fait semblant, mais au bout du compte, quand il faut voter au deuxième tour des présidentielles, tout le monde appelle à voter Macron. Donc tout est fait pour que le système se reproduise, et on n'a pas du tout envie de solliciter le peuple. Je rappelle que Macron a déjà fait un quinquennat et qu'il a perdu toutes les élections de ce quinquennat, et que nonobstant, il n'a rien changé dans sa politique, alors que le fait que les gens n'aillent pas voter et que les gens ne votent pas pour lui, c'était un désaveu dont il n'a rien fait. Il se moque du peuple, Macron. Mais vous savez, c'est la même chose avec ses copains en face, hein, avec tous les gens qui défendent Maastricht. Ça pourrait être Juppé, ça pourrait être Fabius, c'était Hollande, c'était Sarkozy, enfin toute cette bande-là, de toute façon, n'aime pas la France, ne défend pas les Français. On voit que Paris impose sa loi aux provinces, et on voit très bien que les gens ne veulent pas aujourd'hui d'éoliennes, ils n'en veulent pas. Et on va faire comme Laurent Gérard qui nous dit qu'il faut les enterrer, les éoliennes, mais finalement les gens n'en veulent pas, on leur dit vous en aurez tout de même, et on impose aux Français. Je trouve ça assez sidérant, cette façon de mépriser le peuple depuis des années. Ça ne peut pas durer toujours. Il y a un moment donné où quand on méprise le peuple, quand on néglige le peuple, quand on oublie le peuple se rappelle au souverain, comme on dit en philosophie politique, c'est-à-dire à celui qui est censé l'incarner. Je rappelle que Emmanuel Macron est censé être dépositaire du pouvoir populaire. C'est quand même comme ça que ça se passe. Donc il y a un moment donné où on peut écouter les gens et du moins leur demander ce qu'ils en pensent. Mais ce pouvoir a peur du peuple. Il a d'ailleurs bien raison. Un tout petit mot, Michel Onfray, on a parlé de la situation sur le front de l'énergie, les mesures qui pourraient être imposées aux Français. Il y a aussi le Covid qui ressurgit avec la question du masque. La question du masque dans les transports est posée, a dit le ministre de la Santé. Vous pensez qu'on va retomber dans la même forme d'infantilisation des Français ?
Oui, parce que je pense que de toute façon, le pouvoir en place n'a pas d'autre logique. Tout a été dit et le contraire de tout, on se souvient. Et moi, il m'est arrivé aussi de dire tout et le contraire de tout quand on nous donnait des informations et qu'on les commentait, et que 8 jours plus tard, on nous disait que finalement, ces informations n'étaient pas bonnes et qu'il fallait passer à autre chose. On nous a fait savoir qu'on aurait une immunité générale et qu'il n'y aurait plus jamais de problème, qu'il fallait se faire vacciner, ce que moi j'ai fait il y a 5 ou 6 jours, sans trop y croire, puisque je sais très bien qu'on peut attraper le Covid bien qu'étant soi-même vacciné. Alors on nous dit oui, mais c'est une forme moins violente. J'aimerais bien qu'on nous en fasse scientifiquement la démonstration. Je n'en suis pas bien sûr. D'accord. Jérôme, vous avez quelque chose à rajouter? Est-ce que les mots que vous décrivez fort pertinemment, Michel Onfray, ne sont pas ceux issus d'une forme dégradée de démocratie? Autrement dit, est-ce que la démocratie, telle qu'elle a été inventée par Rousseau, telle que nous la vivons en Occident depuis plusieurs siècles, n'est pas devenue inopérante pour conduire les peuples, gérer les crises et avancer sur la route du bien commun? Moi, je ne crois pas. Je crois que c'est l'inverse. La démocratie est morte. Et ce sont plutôt les tyrannies des minorités qu'il faut aujourd'hui critiquer. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une tyrannie des majorités. Vous savez, vous avez lu Tocqueville, et c'est l'une de ses grandes thèses. Il nous dit que le problème de la démocratie, c'est la tyrannie de la majorité. On a envie de lui dire, mais ce serait tellement bien, la tyrannie de la majorité, qu'on puisse s'exprimer et que la majorité puisse l'emporter sur la minorité. Ce qui fait la loi aujourd'hui, ça n'est plus du tout la majorité. Quand vous avez sur vos chaînes, on voit bien sur CNews un certain nombre d'études qui sont faites, tant de pourcents de Français souhaitent ceci, veulent cela, aimeraient ceci, aspirent à cela, etc. On se dit, mais on voit bien que les Français ont des aspirations qui ne sont pas du tout celles du pouvoir, et quel que soit ce pouvoir, pourvu qu'ils défendent le modèle maastrichtien depuis 30 années. Moi, je suis au contraire pour que la démocratie revienne. Je pense que la démocratie est partie. Je rappelle que la démocratie, c'est tout bêtement, moi j'apprenais ça à mes élèves en classe terminale, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Où est aujourd'hui le pouvoir du peuple ? Normalement, c'est le peuple avec une démocratie directe ou le peuple avec une démocratie indirecte, c'est-à-dire avec des représentants. Les représentants ne représentent plus aujourd'hui. Et même quand on change la sociologie de l'Assemblée nationale, regardez le chef de l'État qui nous fait savoir que la NUPES, on en pense ce qu'on veut, mais le Rassemblement national, on en pense ce qu'on veut également, ne font pas partie du fameux arc républicain. Donc on fait comme s'ils n'existaient pas. Et j'ai même entendu aujourd'hui Emmanuel Macron nous faire savoir qu'il y avait aujourd'hui encore des nostalgiques de la collaboration avec le nazisme. Alors justement, ou quoi ? Je voudrais qu'on l'écoute, Michel Onfray. Emmanuel Macron était cet après-midi au camp des Milles, tout près d'Aix-en-Provence. Écoutez ce qu'il a dit avec cette allusion à l'histoire. Le régime de la collaboration continue, malgré tout, de recruter des adorateurs et il dispose toujours d'héritiers. Sachons ouvrir les yeux sur la montée de la xénophobie et de l'antisémitisme. Tendons l'oreille aux résurgences du racisme. Ne soyons jamais dupes des habits neufs que les mêmes idéologies de division adoptent pour nous leurrer. Voilà pour ce qu'a dit Emmanuel Macron. Ça s'adresse à Éric Zemmour. Mais il est inculte, quoi. La question est, est-il inculte, ce monsieur ? Pourquoi ? Il faut arrêter de nous laisser croire qu'il est cultivé, il aime la littérature, il donne des entretiens à la NRF, qu'il a été l'assistant de Paul Ricoeur. Où sont aujourd'hui les collaborateurs ? Enfin, je rappelle quand même que les collaborateurs étaient les collaborateurs d'un régime nazi, du régime de Pétain qui collaborait avec les nazis, qu'il y avait des rafles qui étaient organisées pour envoyer des gens dans des camps de la mort avec des trains plombés. Enfin, où sont les gens aujourd'hui dont le programme politique consiste à rafler les enfants juifs, à rafler les juifs et les enfants, à les mettre dans des camps, à les coller dans des trains pour les envoyer dans des camps de la mort avec des chambres à gaz. Mais enfin, il faut raison garder. C'est quand même insupportable, cet homme qui a instrumentalisé déjà Oradour-sur-Glane, qui a instrumentalisé le mémorial de la Shoah, qui instrumentalise aujourd'hui la collaboration. Moi, je ferais partie de la communauté juive, je ne serais pas très heureux ou très content qu'on utilise la mémoire des 6 millions de juifs de manière aussi légère, aussi facile, pour des raisons totalement électoralistes. Enfin, on peut reprocher tout ce qu'on veut à Éric Zemmour, mais il n'a jamais fait l'éloge de Rebatté, de Brasillac, de Drieux-La Rochelle, de la collaboration. Enfin, la collaboration avec quel ennemi d'ailleurs ? Il n'y a que Poutine et Macron aujourd'hui pour dire des sottises pareilles. Poutine qui nous fait savoir qu'il y a des nazis en Ukraine et lui qui nous fait savoir aujourd'hui qu'il y aura des collaborationnistes en France avec quel régime nazi ? Enfin, il faut raison garder, ça n'est pas acceptable de la part d'un chef de l'État. Une dernière question qui porte sur le champ politique avec le Dragnel. Je voulais aussi vous poser la question, peut-être de manière plus large. Vous qui essayez de prendre du temps, justement, vous déploriez le fait que plus personne n'a le temps de lire.
Vous pensez comment est-ce qu'on décrira dans un siècle ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui? On vient de parler de la crise sanitaire, crise énergétique. Il y a effectivement une histoire de France qui parfois est revisitée avec plein de choses qui sont remises en question. Comment on décrira notre époque? Tout simplement comme une époque d'effondrement de la civilisation. Je pense que la France était en tête de l'Europe à une époque, elle donnait le ton culturel. Je rappelle que pendant très longtemps, la langue de la diplomatie, c'était la langue française. Aujourd'hui, c'est même plus la langue de la diplomatie, c'est l'anglais qui est la langue générale ou généralisée. On en parlera comme on parle aujourd'hui de la chute de l'Empire romain. Donc il y aura des sermons sur la décadence comme ceux de Saint-Augustin qu'on lira en disant, bah oui, il y avait à l'époque un certain nombre d'individus qui avaient vu juste. Et on parlera de tel ou tel, c'est pas à moi de donner des noms. Ceci dit, je peux donner le nom de Michel Houellebecq en disant, ben, regardez, voilà quelqu'un qui, par exemple, à l'époque, voyait ce qu'il y avait à voir, tout s'effondre, quand un chef de l'État est capable de manier la contre-vérité de manière aussi légère et que personne ne trouve ça inadmissible, bah, tout est possible. On peut tout faire, on peut tout dire. Je suis en train de finir un livre qui s'appelle La Nef des Fous et qui est une espèce de répertoire d'agenda de toutes les sottises wokistes, cancel culture ou toutes les imbécilités d'une année. Là, je me dis effectivement que c'est une chronique d'un effondrement de la France, mais de l'Europe et d'un certain type de civilisation. La civilisation européenne, c'est terminé. Ouais. Je crois que c'est fini. Petite question rapide, Michel Onfray. Dans l'histoire, une décadence, c'est un chemin sans retour. On le voit avec les Mayas, les Aztèques, les Romains, les Égyptiens, Venise, plus près de nous. Est-ce que vous pensez que la décadence à laquelle nous assistons, et elle est réelle, puisse être endiguée? Au contraire, on est sur un toboggan sans fin. Vous savez, je suis lecteur de Hegel et d'un certain nombre d'autres philosophes de l'histoire, de penseurs de l'histoire. Je pense que chaque civilisation fait son temps puis qu'elle disparaît. Tout le monde en est convaincu aujourd'hui. Plus personne ne pense qu'on doit réfléchir comme à l'époque des grottes préhistoriques ou comme à l'époque des pyramides, du Parthénon, du Forum romain. C'est-à-dire toutes ces civilisations ont existé. Il y a eu Assur, Sumer, Babylone. Tout ça a disparu, et puis d'autres civilisations prennent la suite. Donc il y a eu les Grecs, puis les Romains, et les Gréco-Romains ont rendu possible les Judéo-chrétiens. Donc il y a une espèce de tuilage. Une partie de notre Europe est constituée de l'héritage grec et de l'héritage romain. La civilisation à venir, elle se fait aujourd'hui aux États-Unis, et très précisément sur la côte ouest, en Californie, avec des gens comme Elon Musk et avec les gens des GAFAM. Donc la civilisation, elle se jouera là-bas. La cancel culture aujourd'hui en France, elle nettoie le terrain, c'est-à-dire elle balaye, elle détruit en disant on passe tout à fait à autre chose. Elon Musk récemment a présenté Optimus, qui est un robot sur lequel il travaille. Tous ces gens travaillent à l'intelligence artificielle. Enfin, la prochaine civilisation, elle est là. Nous allons laisser notre place. La civilisation européenne aura duré 1000 ans, c'est le temps que dure une civilisation. Elle aura donné un certain nombre de codes qui ont rendu possible la civilisation transhumaniste qui s'approche, mais c'est ce vers quoi nous allons. C'est ni bien ni mal, enfin c'est ce que disait Spinoza, ni rire ni pleurer, mais comprendre. Mais ça veut dire que c'est inexorable, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible, Michel Onfray. Non, il n'y a pas de marche arrière. Il n'y a que les réactionnaires ou les conservateurs. Les conservateurs pensent qu'on peut ralentir le mouvement et les réactionnaires pensent qu'on peut restaurer l'ancienneté. Je ne suis ni dans la restauration ni dans la conservation. Je ne suis pas conservateur, je ne suis pas réactionnaire. Je suis un tragique au sens de Nietzsche, c'est-à-dire je regarde ce que les civilisations m'apprennent. Je suis lecteur de Keyserling, de Spengler, de Toynbee, enfin je disais tout à l'heure Hegel, de Vico, enfin de tous ces philosophes de l'histoire qui ont pensé l'histoire, et je ne vois pas pourquoi les lois de l'histoire ne fonctionneraient pas pour nous. Elles fonctionnent pour toutes les civilisations, la nôtre comprise. Mais il n'y a même pas une petite lueur au bout du chemin, alors, avec vous. C'est pessimiste. Non, mais en même temps, c'est pas désespérant non plus. C'est comme un médecin qui vous dirait aujourd'hui avec un centenaire qu'il a une pilule qui lui permettra au centenaire de participer aux 100 mètres aux prochains Jeux Olympiques. Personne ne le croirait. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Notre civilisation ressemble à celle d'un centenaire et il n'y a pas de pilule magique et c'est ainsi. Il faut se faire à l'idée que tout ce qui est né, croît, décroît, disparaît. Et il en va ainsi de la vie de chacun, mais aussi de la vie de la civilisation. Le fait que nous allons mourir, nous, personnellement, ne fait pas que nous allons nous suicider dans la foulée. Il faut vivre élégamment, faire de telle sorte que la décadence ne passe pas par soi. On ne va pas se suicider. On va écouter CNews dans un instant avec Christine Kelly pour Face à l'info.
et Europe 1 pour Europe Soir. Merci Michel Houellebecq. Je renvoie, cher Michel Onfray, à votre hors-série justement avec Michel Houellebecq et à votre livre Dieu, le rabbin et le philosophe chez Bouquin. Merci d'avoir pris du temps pour Punchline. Merci à Jérôme Béglé, Louis de Ragnel. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.